BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face ce matin entre Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Et Hervé Goulet-Decker depuis la Banque Postale Asset Management. Bonjour Hervé. Bonjour Cédric et bonjour Philippe. Comment appréhender ces marchés que l'on a vu reprendre considérablement du terrain, faisant fi de toutes les publications macroéconomiques qui sont peut-être moins brillantes que les performances boursières. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous qui êtes stratégiste Hervé? Est-ce que les marchés sont trop optimistes sur le profil de la reprise? En fait, les marchés sont dans la réaction à ce qu'ils voient et l'extrapolation plutôt que dans la prise en compte d'une dimension future qui est en fait difficile à cerner. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, si on raisonne comme un économiste, c'est que on est face à une épidémie. Une épidémie, c'est pas un retournement cyclique, c'est pas une crise financière. Donc c'est un objet relativement incertain. Et il n'y a qu'à voir les informations que l'on a. On nous annonçait avant-hier que officiellement l'économie américaine était en récession. Mais une récession moyenne, c'est une perte de richesse de 2,1% de produit intérieur. Cette fois-ci, on va perdre au moins une dizaine de pourcents. On n'est pas du tout dans une configuration connue. 93% des pays autour du globe seront en récession cette année. Vous pouvez remonter jusqu'à la fin du 19e siècle. Un tel pourcentage, on ne l'a jamais connu. Donc, en fait, il y a un défaut de projection parce qu'on est face à un environnement qui n'arrive pas à être balisé par l'expérience historique. D'où le comportement des investisseurs, le comportement des marchés, qui est plutôt dans l'observation de ce qui se passe et dans la tentative d'une extrapolation. Alors évidemment, c'est une extrapolation qui n'est pas très facile et qui peut être maladroite. Sur quoi le marché s'appuie récemment pour exprimer cet optimisme, alors avec la reprise de souffle que l'on vit depuis le début de la semaine? D'abord sur, en Europe, une réduction nette du nombre de cas, le pic de l'épidémie est passé, l'espoir qu'il en aille de même au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, un début de déconfinement qui se passe bien, et donc on se dit, eh bien, après ce deuxième trimestre épouvantable en termes de croissance, on va avoir un meilleur troisième trimestre, et puis après, c'est là où on se lance dans les extrapolations. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, de mauvais coups à prendre, eh bien, on a envie de dire qu'après le troisième trimestre, cela ira mieux. Donc, on se crée une visibilité de cette nature. Est-ce qu'elle est bien assise sur une compréhension de ce qui se passe? Vraisemblablement pas. Philippe, votre sentiment, vous, sur ces marchés, trop optimiste ou pas? Alors, déjà, le mot marché, comme vous le savez, m'agace depuis fort longtemps. Alors quoi, les truqués? Non, je vais prendre une image pour illustrer ça. Vous avez des banques centrales qui déversent des flux. Donc, on va dire que le marché, entre guillemets, c'est un petit peu comme l'écluse. Vous ouvrez la vanne, l'écluse se remplit et le niveau monte. Qu'il fasse beau, que ce soit la grande sécheresse ou qu'on ait des inondations. D'ailleurs, vous pouvez prendre l'exemple inverse. Vous avez une inondation, vous videz l'écluse, elle se vide malgré des pluies diluviennes. Donc, les banques centrales déversent non pas des centaines de milliards de liquidités, mais des milliards de liquidités. On sait depuis 2009 que ces liquidités vont dans les actifs financiarisés et ne vont pas dans l'économie réelle. Il a suffi que la Fed, par exemple, en 2018, pendant 3 mois, tente de dégonfler son bilan. Au bout de 3 mois de cris de douleur des marchés, entre guillemets, elle a cessé et elle a adopté l'attitude inverse, c'est-à-dire reflatter. Et elle a commencé d'ailleurs à refaire du QE dès le mois de septembre 2019. Et là, effectivement, Hervé a raison, on nous annonce que dès le mois de février, on pouvait calculer que l'économie américaine était en récession. Une récession, ça dure en moyenne 2 ans. Donc les marchés, à partir du mois de février, alors qu'ils atteignaient leur plus haut niveau
au moment où on détecte une récession. C'est déjà, on va dire, un effet de ciseau assez vertigineux. Bon, arrive le Covid et là, les banques centrales peuvent ouvrir les vannes sans limite, sans que personne finalement ne soulève d'objection. Mais la hausse des marchés, non, c'est la hausse du prix des actifs. Il n'y a pas de marché. Quand la BCE annonce qu'au mois d'avril et au mois de mai, elle a acheté 100% des émissions italiennes, il n'y a plus de marché puisqu'il n'y a plus qu'un acheteur. Au Japon, la banque centrale japonaise détient 80 ou 81% des ETF actions. Ça veut dire que les autres acteurs en détiennent 19%. Il n'y a pas de marché quand il n'y a qu'un seul acheteur. Et je peux faire la même démonstration avec Wall Street, où vous aviez pratiquement 95% d'opérateurs complètement tétanisés par la perspective de la contraction de l'économie. Et vous aviez 5% de très très grosses mains qui payaient en face de tout le monde, sans se soucier d'ailleurs, comme je disais pour l'écluse, qu'il y ait une grande sécheresse ou qu'il pleuve, de toute façon l'écluse se remplit. Bon. Voilà deux visions de cet esprit de marché aujourd'hui. N'empêche que la vraie question, c'est aussi de savoir ce qu'il va en être de la reprise, Hervé. Et pour ce faire, on peut s'appuyer sur les quelques chiffres qui nous sont communiqués par les différents organismes qui observent, qui prennent le pouls de notre conjoncture. Et ce matin, on avait notamment l'OCDE qui prévoit tout simplement la pire récession en temps de paix. Oui, je crois que c'est acquis. Alors, je pense qu'il faut entrer un peu dans le détail du processus. Donc, on a un cassage de figure, je le disais, terriblement marqué au deuxième trimestre. Et on en connaît la cause. Si on confine une grande partie de l'économie, évidemment, la réaction ne peut être qu'une chute très sévère. Ce que l'on perçoit aujourd'hui, et les enquêtes de conjoncture commencent à le montrer, c'est qu'on va avoir un rebond, qualifions-le de violent, au troisième trimestre. On ne va pas récupérer tout ce qu'on a perdu, mais on va avoir sans doute un rebond violent. Quant à la suite, évidemment, on va avoir, allez, si on est optimiste, une poursuite de l'amélioration, mais sans doute en pente plus douce. Je crois qu'il y a une interrogation et il y a sans doute un début de conclusion que l'on peut faire. L'interrogation, c'est est-ce que face au choc sanitaire, on va avoir une modification du comportement? L'idée étant, est-ce que les repères ont changé? Est-ce qu'il y a une visibilité suffisamment grande? Et si on répond oui, les repères ont un peu changé, oui, la visibilité est relativement moyenne, dans ce cas-là, on peut avoir des attitudes plus prudentes en termes d'achat de biens durables pour les ménages, en termes d'investissement pour les entreprises. Et dans ce cas-là, la reprise pourrait se faire finalement, après le choc du rebond, à un rythme plus faible que celui que l'on observait avant cette pandémie. D'où la conclusion, combien d'années faudra-t-il pour retrouver la trajectoire de croissance que l'on avait à la fin de l'année dernière? Et là, on revient sur une préoccupation qui est celle des marchés. Et en fait, on a envie de dire aujourd'hui que retrouver cette trajectoire, ça va prendre relativement longtemps, plusieurs années. Et donc, la mémoire de cette crise risque tout de même d'être présente pour un certain temps. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Juste, est-ce que vous jetez un regard particulier sur le chiffre de l'OCDE concernant la Chine? Il est certes dans le rouge, il est certes impressionnant, mais beaucoup moins impressionnant que ceux qui concernent le risque du monde. Or, la Chine est rentrée et dans la crise sanitaire et dans la crise économique et peut-être même dans la crise financière avant nous, et on ressort aussi avant nous. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tirer des leçons ou il y a un cas chinois, point? Non, enfin, il y a à la fois un cas chinois et il y a des leçons. Le cas chinois, vous l'avez dit, c'est que les éléments, la chronique de calendrier est différente. C'est le premier trimestre qui est massivement touché, hein, une baisse d'un trimestre à l'autre de près de 10%, si je me souviens bien.
ça redémarre dès le deuxième trimestre, et le redémarrage sera vraisemblablement violent. Et donc finalement, lorsque l'on raisonne en moyenne annuelle, ça fait un chiffre moins abominable que ce que l'on peut voir pour ceux qui ont été touchés de façon un peu plus tardive. Ça, c'est pour l'élément arithmétique ou comptable. L'élément comportemental que l'on voit en Chine, c'est que dans la reprise que l'on observe, il semble qu'il y ait beaucoup de volontarisme, c'est-à-dire que le parti État a dit « moi je veux que ça reparte » et donc a incité les entreprises à reproduire, peut-être moins en direction d'une demande qui serait très dynamique, mais peut-être pour stocker, mais pour envoyer le message que c'est capable de redémarrer assez vite. Et ça, je pense que ce que ça veut dire, c'est que accompagner, amorcer la reprise, c'est quelque chose de très important. Donc des plans allant dans cette direction avec le bon calendrier, ce qu'a fait l'Allemagne, par exemple, la semaine dernière, je pense que c'est extrêmement utile. Il ne faut pas tarder à accompagner, à amorcer cette reprise. Philippe, un sentiment sur ces chiffres de l'OCDE, ils vous inspirent un commentaire ? Ils sont pas optimistes, clairement. Et on ne s'attendait pas d'ailleurs à autre chose. Et pour rebondir sur ce que dit Hervé, on retrouve peut-être, on va dire, le fil de l'histoire qui s'est cassé le 26 janvier dernier en Chine et on va dire mi-mars dans les pays occidentaux. On va retrouver le fil de la croissance 2019-2020. C'était un fil de croissance à plus 1,3 en Europe et plus 2 péniblement aux États-Unis. C'est quand même pas... Mais très créatrice d'emplois. Pour une aussi faible croissance, très créatrice d'emplois. Y compris en France d'ailleurs, Philippe. Très créatrice d'emplois. Chômage américain avant cette crise, 3%. En Allemagne, on ne vous fait pas un dessin. Et en France, on était en train de passer sous les 8. Donc c'est là qu'elle était intéressante, cette croissance. Malheureusement, tout ça s'est brisé. Mais le problème, c'est que les 3,5% de chômage aux États-Unis, c'est un chiffre totalement faux. Mais pas en France, on le sait bien. Les moins de 8%, c'était pas un chiffre faux. Donc vous ne pouvez pas dire que cette croissance... ça dépend. Cette croissance n'apportait rien. Elle apportait beaucoup d'emplois. Ce qu'on appelle le chômage. Et la consommation partout était au plus haut. Et c'est là vraiment qu'il y a vraiment un gâchis absolu. Là, la consommation, on est d'accord. Là, c'est un coup d'arrêt. En France, le nombre de 100 emplois réels, c'était 9,5 millions avant le début de la crise. Voilà. Alors, d'après la BCE, on va perdre 1 million d'emplois. Donc, on va passer la barre des 7 millions, je pense. En chômage réel, on sera au-delà de 10. C'est-à-dire que ça fait un taux de chômage réel de pas loin de 20. Mais c'est pas le problème. À la limite, on sait que les chiffres étaient faux. On le sait depuis très très longtemps. Ce qui compte, effectivement, c'est de regarder la dynamique par rapport au plancher. Mais quand les chiffres baissent, ils sont plus faux. Alors, non, mais c'est là qu'on comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment ça, quand les chiffres baissent ? Quand les chiffres baissent, quand on voit les chiffres de création d'emplois qui baissent, les destructions d'emplois qui explosent à la hausse, là, vous les prenez au pied de la lettre. C'est là que c'est un peu asymétrique, on va dire. Non, là, les destructions d'emplois, elles sont vraiment calculées... avec les mêmes instruments qu'avant les créations d'emplois. Non, pas du tout. Ah bon ? Ah ben non. Parce que là, le chômage, il est calculé en fonction des gens qui sont inscrits. Les gens qui ne sont plus inscrits, qui ont dépassé les délais, etc., qui ne sont plus éligibles, ne sont plus comptés aux États-Unis. On le sait depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous que Donald Trump s'est fait élire en partie en 2016 en affirmant que depuis 8 ans, Barack Obama truquait les chiffres du chômage, que lui connaissait bien la réalité. Ces Américains oubliés, ces gens méprisés par les démocrates qui avaient délocalisé, qui avaient complètement raté justement ce volet de donner du vrai travail aux Américains. Et lui avait dit, moi je sais que le chômage il n'est pas du tout ce qu'on annonce et je vais redonner du travail à tous ces gens-là. Arrivé au pouvoir, 2 mois après, il reprend les mêmes chiffres complètement faux et dit « Regardez, grâce à moi, il n'y a plus que tant de chômage. » Enfin, bon, mais c'est pas là-dessus que je veux argumenter. C'est de dire... si on revient au niveau de croissance qu'on avait en début d'année et qui était une trajectoire proche de la récession, puisque c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui,
est-ce que dans 2 ans, avec cette trajectoire-là, on aura recréé des emplois ou est-ce que l'économie justement sera créatrice d'emplois? Et c'est là que je me dis que ça va quand même être compliqué. Si dans 2 ans, on retrouve les mêmes conditions qu'en début d'année, ça ne sera pas forcément des conditions très créatrices d'emplois. Donc, il y aura beaucoup d'offres de travail. Les salaires vont rester contraints parce qu'il y a énormément de gens qui sont en capacité de travailler. Donc, je ne vois pas de hausse de pouvoir d'achat. Donc, je ne vois pas vraiment la consommation constituer la grosse locomotive de la reprise. Par contre, les banques centrales vont pouvoir continuer de s'appuyer là-dessus en disant, regardez, la croissance est poussive, on va en remettre, on va remettre de l'équité et ça va de nouveau pousser les indices à la hausse.